Plaisir et vin, cette semaine, la Petite École Vision et l'École Vision avec Audrey Corriveau et Valérie Vézina. On parle anglais-espagnol. Bien, bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie Vézina, Audrey Corriveau de l'École Vision et de la Petite École Vision aussi. Oui, exact, merci. Bienvenue à l'émission Plaisir et vin. On va essayer de s'amuser. Vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui. Non. Oui, exact. Pas présentement. On a fait l'école buissonnière OK, pour être là aujourd'hui. On n'en parlera pas. Oui. Ça, c'est présent à Victoriaville depuis un certain nombre d'années, là. Oui, en fait, nous, l'école primaire, maternelle primaire, on est présent dans le complexe Sacré-Cœur depuis 2001. 2001? Oui. En fait, on est la plus ancienne école Vision du réseau Vision depuis sa création. Et l'autre école? La Petite École? La Petite École, l'année... Bien, la Petite École, en fait, ça fait 15 ans cette année. Ouais. On célèbre Ah, 15 ans ici à Victoriaville. Puis, on a un autre point de service à Warwick. OK. C'est la 18e année cette année à Warwick. Et le préscolaire de Warwick est le premier préscolaire du réseau Vision. Donc, en fait, il y a nous ici dans la région, mais il y a aussi... en tout, on est 23 établissements au Québec. Oui, c'est pas juste à Victoriaville qu'on retrouve ça. On retrouve ça un peu partout, là. Oui, exactement. Oui. De Gatineau... C'est un genre de coopérative ou... Oui, c'est une coopérative, en fait, qui offre des services à ses membres. Donc, OK. les écoles, la plupart des écoles, ce sont des directrices. Les Ouais. directeurs sont peu présents, mais beaucoup de directrices. Et ce sont des propriétaires aussi de leur entreprise. Donc, la coopérative est là pour venir offrir des services et soutenir les directions dans leur travail, que ce soit au niveau de leur personnel, au niveau de la pédagogie, au niveau des services, le site Web et tout ce que ça comporte là autour. Là. Oui. Et pourquoi ça a été lancé là-dedans, à un moment donné, de votre côté? Vous autres, vous êtes là depuis quand, là? Depuis le début? Moi, ou, en fait, je suis là depuis l'ouverture de l'école en 2001. Mais à l'époque, j'étais enseignante. OK. Enseignante de français. Puis, à un moment donné, au fil du temps, il s'est passé plein de trucs. Et puis, je me suis retrouvée derrière la chaise de la directrice. OK. C'était pas prévu dans mon plan de match, mais c'est une belle aventure. Puis, je suis là depuis 15 ans, en fait, là, à la direction de l'école primaire. OK. Et toi? En fait, moi, ça va être ma 5e année cet été que je suis devenue propriétaire du point de service de Victoriaville et Warwick. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation OK. avec un certificat en toxicomanie. Donc, j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient des besoins. Expliquez un peu, là. Oui, vraiment, pendant tout près de 10 ans. Puis, quand on est intervenant en toxicomanie, on s'intéresse beaucoup aussi aux facteurs de prévention. Et à un moment donné, après 10 ans, On est j'avais... en poste, là. Oui, exact. Donc là, j'avais senti que c'était le temps pour moi d'aller en prévention. Donc, j'ai eu le désir, en fait, d'ouvrir une prématernelle, de regarder du niveau 0-5 ans. On sait à quel point c'est crucial dans le développement d'un individu. Et je faisais ici un cours, en fait, lancement d'une entreprise. Et en faisant mon plan d'affaires, je regarde la compétition et je constate que Vision a tous les facteurs de réussite éducative qui sont présentement là, reconnus par les études et auxquels j'adhère aussi de par mes valeurs. Donc, j'ai osé un peu, puis je suis allée rencontrer, en fait, la propriétaire qui, à ce moment-là, était à vendre. Donc, le timing a été bon pour moi. Madame Binette avait... Joanne Binette, là, qui avait fondé les écoles, petites écoles Vision, qui s'appelait à ce moment-là Once Upon a Time Vision. Donc, il y a eu un changement de nom quand je suis arrivée, mais c'est un peu hasard, là. C'était une décision du réseau. En fait, il y avait beaucoup de gens qui... avaient de la difficulté à dire Once Upon a Time Vision. Et juste ça, Et juste ça, parfois, c'était un frein à nous contacter, à contacter le préscolaire. Donc, la plupart des parents qui amènent les enfants chez nous disent « Moi, ça me freine dans ma carrière, ça me freine dans mon quotidien de ne pas maîtriser la langue anglaise. Je vais offrir un parcours différent à mon enfant. » Donc, la petite école Vision, c'est plus facile pour le parent de le dire. Et après, nous, on apprend aux enfants que Once Upon a Time se dit bien aussi. Et c'est à partir de quel âge que les enfants peuvent aller là? À partir de 2 ans. Donc, nous, ici, à Victoriaville, on accueille les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis après ça, ils s'en vont du côté... La maternelle. Chez nous, c'est la maternelle jusqu'à la 6e année.
Donc, du 5 ans jusqu'à la fin du parcours primaire. Ouais. Et on pense quoi un peu? On entend parler, on voit souvent dans les journaux, n'importe quoi. L'éducation, c'est plus nécessairement les parents qui la font, c'est des écoles comme la vôtre. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense de Mais ça? l'école a beaucoup de mandats. Et les enseignants aussi, on en entend beaucoup parler depuis un an et demi. Et c'est vrai tout ça. Non pas que les parents ne font pas leur travail, mais je pense que à c'est 2 ans, là, un parent Oui. qui envoie son enfant là, Oui. à l'école, là, Oui. Bien, en fait, c'est un milieu de garde. Donc, on appelle ça la petite école, mais c'est vraiment un service de garderie qui est régi par le ministère de la Famille. On est complètement privé, non subventionné. Puis nous, on a envie que l'enfant se sente compétent quand il va arriver à l'école. Donc, on va introduire dans le vocabulaire des mots plus scolaires, comme la classe, la petite école. L'enfant est très fier d'aller à la OK. petite école, mais c'est un milieu de garderie. Donc, il y a des périodes de jeu, évidemment, de jeux libres, des périodes de sieste. Ça respecte tout le projet éducatif recommandé par le ministère de la Famille, ça, c'est certain. Si on parle, par exemple, du parent, c'est sûr que je pense que la réalité des parents aujourd'hui, elle est différente. De même, la mienne, il y a 10 ans, quand j'ai eu mes enfants, ça a Imagine-toi évolué. moi, là. Ouais, voilà. J'osais pas aller Il y a là. 25 ans. là. C'est un Oui. phénomène de société, je pense. Là. Tu sais, Oui. c'est vraiment... Puis en même temps, dans les écoles Vision, je trouve qu'on essaie vraiment de laisser justement la place à ce parent-là pour faire équipe avec lui, avec elle. On a des Ouais. parents qui ont envie aussi de s'impliquer. Puis les parents qui s'intéressent aux écoles Vision, souvent, c'est des parents qui ont à cœur l'éducation de leur enfant. Mais c'est qui un peu ont ça, envie j'allais dire. d'être Le là. parent, Ouais. est-ce qu'il vous laisse la marge comme ça ou il s'implique? Mais je pense que En les général, là. les deux réponses sont bonnes. Ouais. Les gens ont, évidemment, tu sais, étant donné qu'on n'est pas subventionné, ça coûte des sous aux parents pour envoyer leurs enfants chez nous. Donc, c'est sûr que du moment où tu te dis, hey, moi, je suis prêt à investir dès le jeune âge dans l'éducation de mon enfant, ça implique que le parent est peut-être plus présent. Comme chez nous, on n'a pas d'autobus scolaire nécessairement. Donc, ce sont les parents qui viennent reconduire, ce sont OK. les parents qui viennent rechercher leur enfant le soir. Donc, ça veut dire qu'ils sont présents dans l'école beaucoup plus qu'une école publique, par exemple, où l'enfant voyage par autobus ou s'en va à pied de l'école à la maison. Puis est-ce qu'on parle d'heure d'école ou d'heure de garderie? Nous, on est ouvert C'est de 7h30 à 17h30. C'est Puis, vraiment plus une heure de garderie, là. complètement une heure de garderie. Les enfants vont être en jeu libre extérieur de 7h30 à 8h30, accueillis par leur éducateur. Donc, si le parent veut échanger avec l'éducateur titulaire de son enfant, il a la chance de le faire le matin. C'est l'éducateur qui accueille l'enfant. OK. Donc là, il voit dans quel état arrive l'enfant et le parent. On sait tout de suite quand le matin, comment ça va, comment on va prendre Comment ça va l'enfant. Oui. Exact. Comment ça va aller? Le reste de la journée. Oui, puis 8h30 à 16h, c'est les activités dirigées pour nous. Puis de 16h à 17h30, c'est le jeu libre encore là extérieur là, pour les enfants. Donc, on est vraiment dans des heures standards de garderie. Puis du côté de Au Val, primaire, c'est école, mais on a le service de garde, tout comme dans une autre école. Donc, le service de garde ouvre le matin à 7h30, puis il se termine à 6h le soir. Puis nos cours sont le même horaire que la petite école, c'est de 8h30 à 4h l'après-midi. Donc, ce qui fait que les enfants ont 3 heures de cours l'avant-midi puis 3 heures de cours l'après-midi. Donc, ça nous permet, avec 6 heures de cours par jour, de faire un curriculum de 30 heures par semaine, ce qui fait qu'on inclut 5 heures d'anglais par semaine. Donc, les enfants qui viennent chez nous ont 1 heure d'anglais, de la matière d'anglais par jour, puis ils ont de 3 à 4 heures d'espagnol par semaine aussi. Ah oui? Ce qui fait que c'est presque à chaque jour, selon le cycle dans lequel ils sont, là, OK. premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Ce qui fait que les enfants, quand ils terminent en 6e année, ils sont trilingues. Quelqu'un qui a fait un parcours à partir de chez Audrey, à partir du 2 ans, qui termine chez nous en 6e année, ils sont trilingues, il n'y a pas de barrière, là. Moi, j'ai des anciens élèves, étant donné que je suis arrivée en 2001 et que j'étais enseignante, j'ai des anciens élèves qui ont fait leur parcours au complet chez nous, que je vois sur Facebook, puis qui sont à l'Université de Barcelone, qui travaillent n'importe où dans le monde. Donc, c'est vraiment, c'est ça qu'on voit quand l'enfant a fait le parcours chez nous. On voit toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux par rapport au travail, par rapport à leur avenir, par rapport au voyage. Les gens voyagent de plus en plus, donc c'est un gros plus. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, là, on parle du programme d'école, mais en fait, c'est un milieu de vie, puis c'est un milieu d'immersion.
Donc, moi, mes enfants sont allés à l'école Vision et ils jouent ensemble la fin de semaine en anglais. Ah ouais. Hands up, the police is coming, what's going on? Là, des fois, on a des amis un peu spectateurs de ça, puis qui se disent, mais est-ce que tu obliges tes enfants à parler en anglais? Mais non, ils sont en train de jouer, et c'est comme ça qu'ils ont appris à jouer. C'est d'instinct, là. Les jeunes le font d'instinct, de parler anglais, là. Puis chez nous, sur l'heure du dîner, sur la cour de récré, entre eux dans les corridors, au vestiaire, on les pousse beaucoup à parler anglais entre eux parce que c'est comme ça aussi qu'ils pratiquent beaucoup en dehors de leur classe. C'est comme Audrey dit, c'est le milieu qui est au complet, qui est leur milieu de vie, qui se transpose une fois rendu à la maison, qui se transpose beaucoup. On a des parents qui voyagent beaucoup, qui se transposent en voyage. Moi, quand les parents reviennent et ils me disent « Je viens de comprendre aussi pourquoi je paye tant de sous pour envoyer mon enfant chez vous. » C'est fait des amis au Mexique, fou, sur là. la plage. Oui, puis, par l'espagnol, ils nous commandent ça au restaurant. Il y a 7 ans. Je veux dire, le parent est bloqué, l'enfant ne l'est pas. Il part avec une grande avance sur les autres. Là. Parce que ce qui est beau, en fait, dans un jeune âge comme ça, c'est qu'il n'y a pas de complexe. Ouais. Donc, quand on c'est ça. vieillit puis qu'on apprend une langue un peu plus tard, Effectivement. on est complexé, on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pas comme ça que je dois le dire. Eux, premièrement, en bas âge, les muscles de la langue sont encore en train de se développer. Donc, tu sais, le TH, le fameux, qui est si difficile à apprendre et qu'on a appris beaucoup trop tard pour la plupart, eux, ils l'apprennent d'une façon qui est tout de suite la Spontanée, bonne. Exactement. Ils se développent là-dedans, ils s'amusent là-dedans, ils sont même pas conscients qu'ils sont en train, en fait, d'apprendre. Donc, c'est pas un effort comme c'en est un pour nous. Donc, ça, c'est bien. Et les personnes qui travaillent là, c'est des professeurs? Oui, chez nous, au volet primaire, ce sont tous des enseignants avec un brevet d'enseignement. Donc, ce serait la même chose. Oui, c'est une obligation, en fait, parce que nous, on est aussi détenteurs d'un permis de l'éducation quand on opère une école comme la nôtre. Donc, au même titre que les autres écoles, on doit respecter certaines normes, certaines règles. Ça en fait partie, puis c'est bien correct aussi. Là. Les enseignants sont qualifiés comme dans n'importe quelle autre école. Et ça va encore plus loin parce que nous, il faut aller chercher des enseignants d'espagnol, il faut aller chercher des enseignants d'anglais. Puis anglais, on ne dit pas qu'il faut qu'il se débrouille. Là. On parle de quelqu'un qui est parfaitement bilingue parce qu'il doit enseigner l'écriture, les stratégies de lecture, stratégies d'écriture et autres. Là. Donc, ça prend des gens qui sont... Puis c'est des gens passionnés qui sont chez nous aussi. T'sais, autant à la petite école, c'est un choix là, que les gens font de venir travailler chez nous. Puis c'est la même chose de votre côté? Vraiment. Nous, en fait, c'est des éducateurs à l'enfance, étant donné on le rappelle, dans un milieu de garde. Donc, nous, c'est le ministère de la Famille. Donc, c'est des éducateurs qualifiés, soit une technique d'éducation à l'enfance soit la technique ou l'AEC, en fait, et l'expérience. Puis, nous, on a aussi beaucoup d'éducateurs qui viennent, par exemple, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario. Donc, des gens dont c'est vraiment la langue maternelle, qui, eux, sont venus s'établir dans la région et que ça a été un réel soulagement pour eux de pouvoir travailler dans leur langue maternelle, en fait. Donc, travailler en anglais ou en espagnol. On a une personne chez nous qui vient du Pérou. Tu sais, tu as des profs aussi qui viennent... Oui, moi aussi, j'en ai que leur langue première, c'est l'anglais ou l'espagnol. Mes deux enseignantes d'espagnol, c'est deux hispanophones. OK. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on est un milieu qui attire des beaux enfants, mais qui attire des belles personnes aussi parce qu'ils ont envie de venir, en fait, éduquer. Ils ont les valeurs d'éducation, évidemment, mais ils le font dans leur langue maternelle. Donc, en fait, il y a une motivation là. Puis souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est que leur langue maternelle amène tout le côté de leur culture avec ça dans l'école. Donc, c'est le fun de faire des activités où on montre aussi ça aux enfants. Tu sais, la culture de tel pays, ça se passe comme ça, c'est très différent de chez nous. Donc, les enfants, déjà en bas âge, ont une ouverture sur le monde qui n'aurait pas nécessairement ailleurs, mais qu'on retrouve chez nous beaucoup. Et chez vous, on parle de langue, oui, mais on parle de sport aussi. Il y a quand même un volet sportif qui est présent. En fait, l'éducation physique est aussi importante pour nous parce qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que oui, c'est beau avoir un gros programme avec des langues où on met ça en avant-plan, mais on en parle beaucoup aussi les dernières années. Les enfants ont besoin de bouger beaucoup pour s'aérer le cerveau puis être prêts à l'apprentissage ensuite. Ce qui fait qu'au fil du temps, on a ajouté 1 heure d'éducation physique chez nous par semaine sur un horaire de 5 jours. Donc, au lieu d'avoir 1,5 à 2 heures par semaine, ils ont 3 heures d'éducation physique par semaine. Ça leur permet de bouger encore plus. Cet après-midi, par exemple, chez nous,
il y a un carnaval. Tout l'après-midi, ils sont dehors. Il y a des activités, ça les fait bouger. Donc, on fait beaucoup d'activités dans ce sens-là aussi. OK. Donc, oui, en classe, mais on les sort aussi de la classe pour faire des trucs, ce qui est intéressant. On a des périodes de développement psychomoteur aussi chez les tout-petits, avant le développement des muscles fins qui vont leur permettre de bien prendre leur crayon, d'être bien assis quand ils vont arriver chez Val. Oui. C'est le développement des muscles longs qui doit être fait. Donc, en fait, nous, on a des périodes là, de développement psychomoteur avec eux, 2 à 3 périodes par semaine, guidées vraiment avec un mini-gym qu'on a adapté ici, en fait, donc qui est directement dans la bâtisse. OK. Et l'an dernier, je pense que vous avez gagné un prix, développement durable, au Gala Nova. Oui, Audrey à la petite école. Oui, exact. la En petite école. fait, en fait, c'est la petite école. On était vraiment très fiers avec les enfants. Le développement durable, on sait que c'est plusieurs volets, là, volet économique, volet environnemental, absolument. tout ça. Puis, ça fait vraiment partie, nous, des bonnes pratiques qu'on va avoir avec les enfants. On a comme philosophie qu'il faut tout de suite leur apprendre la bonne façon de faire plutôt que de leur apprendre quelque chose et de le désapprendre par la suite. OK. Donc, en fait, dans chaque local, bien simple, on a une boîte à lunch 0 déchet, mais on produit quand même quelques déchets, malheureusement. Donc, ils sont déjà habitués à faire du compost, à faire de la récupération. Donc, la gestion des 3 voies, ça, c'est là pour nous. Dans les dernières années, on a enlevé tous les agendas papier pour les remplacer par des agendas électroniques. C'est apprécié des parents aussi. Ils reçoivent la communication dans le quotidien, dans leur courriel. Donc, on a une belle réponse des parents aussi comme ça. On offre la conciliation. On disait travail-famille avant. Maintenant, on dit travail-vie personnelle. Donc, c'est ce qu'on offre aussi là, à la petite école. Ça se répercute comment, ça? Travail, vie personnelle? En fait, c'est qu'à chaque début d'année, nous, on connaît nos effectifs. On sait combien on a d'enfants, combien on a de groupes. Et là, on va y aller par ancienneté. On va vérifier avec notre membre du personnel quel est ton besoin cette année. OK. Donc, à chaque année, il y a une possibilité de revoir l'horaire. Donc, selon leur réalité familiale ou personnelle, bien, peut-être qu'un 3 jours convient davantage cette année. Peut-être que c'est un 5 avant-midi avec 3 après-midi. Donc, on veut toujours donner la stabilité aux enfants. On est capable de faire des matchs, là, surprenamment. Là, on est capable de vraiment venir combler pour que les enfants soient toujours avec les mêmes 2-3 personnes. Donc, ça devient très stable, puis ça répond mieux aux besoins des employés. Donc, on revoit les besoins annuellement au niveau des horaires. OK. C'est la même chose chez vous. Nous, on le fait en offrant des temps partiels quand on peut le faire. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus complexe avec les enseignants de le faire, mais on arrive quand même à offrir un petit quelque chose au niveau du temps partiel pour ceux qui le désirent. OK. Ouais. Si on parle de bon coup chez vous, dans vos écoles, là, on parle de quoi de bon coup au cours des dernières années? Là? Bien, moi, quelque chose dont je suis particulièrement fière, en fait, dans les derniers 2 ans, c'est qu'on parlait de bonnes pratiques environnementales tantôt, puis on a une vieille bâtisse, les 2 petites écoles, c'est 2 vieux bâtiments. Puis, on avait un chauffage au mazout. Donc, ça, c'était quelque chose qui était très tannant de brûler tout ce gaz-là. Là. Je trouve que ça fait partie de notre rôle d'éducation, d'être visionnaire, puis d'amener les enfants à juste côtoyer des pratiques puis des choses qui, pour eux, seront peut-être normales. Donc, on a fait l'installation dans chaque local d'une thermopompe qui est alimentée par des panneaux solaires. Donc, quand on arrive à la petite école, on voit les panneaux solaires sur le toit, tout ça. Puis, ça nous a permis de réduire, comme là, on est à la mi-février, on a eu un hiver quand même assez froid, puis on a parti uniquement 3 fois le système au mazout là, depuis novembre. Là, donc, c'est exceptionnel là, pour nous comme économie, mais surtout comme réduction là, des gaz à effet de serre. Et nous, on a envie que ce soit normal pour des enfants de voir un panneau solaire, une auto électrique, tout ça. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on veut. Oui, exactement. Moi, j'ai une auto électrique, puis je veux que ce soit vu. J'ai fait exprès de mettre le logo. Je veux vraiment que ce soit comme associé à ce qu'on fait, parce que ça fait partie, je trouve, de notre rôle d'éducation, d'amener ces enfants-là à devenir des citoyens qui vont prendre des bonnes décisions. On sait qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, donc ça fait partie de ce qu'on aborde avec eux. Ouais. Et si on retournait en arrière, le mauvais coup? Y a-t-il des choses que vous n'auriez pas faites, que vous avez faites? Bien, en fait, on parlait tantôt d'un milieu de garde, d'un milieu de vie pour les parents, qu'il faut d'être là de façon un petit peu plus présente. Puis nous, c'est certain qu'avant, on était fermés pendant l'été.
Et ça créait un vide de service pour le parent. Et ça venait pas répondre ni aux besoins de l'enfant ou du parent. Donc, c'était correct de le faire il y a 10 ans, mais aujourd'hui, la réalité n'est plus là. Donc, cet enfant-là, ce parent-là qui se retrouvait sans service, des fois, c'est des gens qui viennent carrément d'une autre ville, qui viennent vivre en région ici, qui n'ont pas de réseau pour prendre soin de leur enfant nécessairement pendant l'été. Donc, là, ça fait 3 ans, on a vraiment créé des camps de jour pendant l'été. On est encore dans une fréquentation à la carte. Donc, le parent qui a besoin du service a un service, même heure d'ouverture, même équipe, même concept. L'enfant est dans une stabilité, ça répond à son besoin, il est bien là-dedans. Mais le parent qui n'a pas besoin de ce service-là, qui a le loisir de prendre un été de congé avec son enfant ou du moins de diminuer peut-être les heures ou les journées de garde, peut le faire également. Donc, on donne cette liberté-là aux parents. Puis ça, c'est sûr que ça a été suite à des sondages qu'on a réalisés avec les parents et tout ça. Donc, on a vraiment envie de se tenir informés puis de répondre aux réels besoins des enfants puis des parents qui sont en évolution. Donc, ça, il était temps qu'on le fasse, là, j'admettrais. Ah oui? OK, c'est bon. Moi, si L'important, c'est de l'avoir fait. Oui. Si je peux me permettre, je reviendrai sur les bons coups, que j'ai eu un flash. Il y a quelques années, plusieurs écoles du réseau Vision ont débuté une semaine de répit à l'automne. C'est-à-dire une genre de semaine de relâche, mais à l'automne. OK. Parce que plein d'études démontrent que aussi les bienfaits à l'automne, là, quand arrive le mois de novembre, là, les jeunes sont fatigués, tout le monde est malade, le rhume, la grippe, tout ça. Donc, il y a eu un début qui a été fait pour certaines écoles. Puis moi, ça fait... cette année, c'était ma 2e année que je le faisais. La 2e semaine de novembre, on est fermé. C'est une semaine de répit qu'on appelle, qui est similaire à la semaine de relâche en mars. Puis, les parents sont super contents de ça. On voit la différence au niveau de la motivation aussi chez les élèves quand ils reviennent. Quand ils reviennent, il reste 1 mois avant Noël, donc c'est un petit sprint. Puis le dernier sprint est le fun parce qu'on fait plein d'activités aussi. On travaille fort, mais les vacances de Noël s'en viennent. Donc, il y a comme un répit à l'automne qui fait beaucoup de bien. Parce que la rentrée scolaire, c'est difficile. Ça fait 2 mois que les enfants sont en congé l'été. Et pour plusieurs, repartir la machine en septembre, c'est ardu, c'est difficile. Faut se remettre dans le bain de l'école, tout ça. Les dodos, l'horaire, tu sais, c'est ce qu'on n'a pas l'été avec les enfants. Donc, ça fait un bien fou. Puis ça, c'est un bon coup que je vais répéter, puis je vais continuer de répéter. Et je vois sur vous, là, vous avez une épingle qui représente un peu l'école. Oui. C'est nouveau. Ça fait quelques années, en fait. Quelques années, oui. OK. C'était On autre chose. l'imaginait comment? Très sobre, C'est très sobre. très sérieux. Oui. Puis on est des milieux qui sont vraiment ludiques, qui fonctionnent beaucoup par projet. Nous, on a par exemple des thématiques mensuelles. Donc, on va être en immersion avec les enfants dans le quotidien. Go get your lunchbox. On a des mots d'usage. Bon, ça va. Oui. Mais à un moment donné, il faut l'enrichir, ce vocabulaire-là. Puis on n'est pas dans une école encore non plus. On est encore en garderie. Donc, la façon qu'on a trouvé, c'est qu'on a des nouvelles thématiques à chaque mois qui vont nous permettre de venir varier le vocabulaire. Et ce qu'on fait, comme là, en mars, on va débuter la thématique de l'espace. Donc là, ça va être vécu différemment d'un local à l'autre. L'année dernière, en mars, pas en mars, mais dans le thème de l'espace, on a eu des gens, par exemple, des enfants qui ont un intérêt pour les constellations. Bien, ils ont appris le nom des constellations. À 3 ans, là, c'est assez... En anglais. En anglais. En anglais. Donc, ou anglais ou espagnol. Oui, exactement. Tandis que le local à côté, eux, se sont construits une fusée, puis ils ont appris, bon, par exemple, faire un habit d'astronaute, comment on fait ça et tout ça. Donc, on est vraiment allé selon les intérêts. Et c'est un peu ça, toutes les couleurs, c'est d'y aller selon ta propre couleur, selon ton propre intérêt. Et ça, c'est une tendance qui se poursuit aussi, l'apprentissage par projet. Ouais. Moi, comme parent, j'ai été appelée souvent à aller à l'École Vision, voir le projet de mes enfants. Ouais. En fait, je pourrais te laisser expliquer ce volet-là. Oui, ça fonctionne beaucoup par... à la maternelle encore, thématique, beaucoup. Au primaire, un petit peu moins, mais beaucoup par atelier. On enseigne beaucoup. Chez nous, l'enseignement, c'est beaucoup... a beaucoup évolué avec le fil du temps. Notre programme aussi a évolué parce qu'il faut dire qu'à la base, au Québec, on est les seules écoles d'immersion anglaise et espagnole à faire ça dans un milieu primaire, préscolaire primaire. Donc, il a fallu, à quelque part, nous-mêmes monter nos propres programmes parce que nos enfants sont bons en anglais. Pour donner un comparatif, ils peuvent être aussi bons
est même meilleur qu'un jeune qui est au cégep, qui apprend l'espagnol. Sauf que on parle pas des mêmes choses à un enfant de 7 ans qu'à un jeune adulte. Donc, il a fallu, au fil du temps, monter nos propres programmes avec les thèmes, les sujets qui étaient appropriés. Ah bien. C'est inestimable comme cadeau ce que les enfants ce que les parents offrent à leurs enfants à un si jeune âge. Et aujourd'hui, l'anglais, l'espagnol. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Depuis environ 2 ans, la portion espagnole est de plus en plus importante aussi au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau, nous, on a beaucoup de producteurs agricoles. Ça, je veux dire, on reçoit beaucoup d'immigrants, là, oui, espagnols. Exactement. Donc, moi, c'est une question que je ne recevais pas jusqu'à il y a 2 ans. Et là, le parent qui vient visiter chez nous nous demande ça va être quoi le nombre de temps qui va être mis en contact avec l'espagnol, comment tout ça va se faire, parce que là, la main-d'œuvre arrive, elle est hispanophone, et c'est pas une langue que nous, on a appris là, à l'école étant plus jeunes. Là. Donc, c'est une belle chance qu'ils ont. Oui, tout à fait. Puis, quand on parle aussi de stratégie d'enseignement, on enseigne beaucoup par atelier maintenant, ce qui fait en sorte que, en étant en petit groupe, l'enseignant peut recevoir à sa station, à son atelier, peut-être 4 à 6 élèves en même temps. Donc, ça devient de l'enseignement quasi personnalisé à ce petit groupe-là. Et l'enseignant peut former lui-même ses groupes, ce qui fait en sorte qu'il va jumeler des enfants de force égale ou de faiblesse égale. Donc, c'est-à-dire que le petit groupe qui s'en vient, dans 15 minutes, ça va être un autre groupe, mais présentement, je sais qu'avec ce petit groupe-là, je devrais travailler telle chose. Pendant que les autres font des ateliers à travailler de d'autres façons, que ce soit à manipuler des trucs pour les mathématiques, que ce soit être à l'ordinateur avec un programme intelligent, parce qu'en mathématiques, on a aussi des programmes d'intelligence artificielle maintenant. Donc, les enfants ont leur portable et avancent à leur propre rythme dans leur programme de mathématiques. On est ailleurs. On est ailleurs, mais c'est vraiment impressionnant parce qu'en plus, tout ça donne des statistiques à l'enseignant. Donc, l'enseignant peut voir, une fois que les enfants ont fait leur période de mathématiques sur le programme, OK, lui, il s'est rendu là, il a telle faiblesse, ça indique tout à l'enseignant. Donc, ça devient ça ne remplace pas l'enseignant, c'est loin d'être ça, mais ça devient un complément hyper intéressant pour l'enseignant et pour l'enfant qui a l'impression de jouer alors qu'il progresse très, très bien en mathématiques pendant ce temps-là. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Plaisir et vin. Ça a été un plaisir. Oui, et on vous super. offre le vin, qui est un vin du Portugal, Borges. Alors, des cépages vraiment locaux là-bas. Il est très bon en passant. Il est bon? Oui, vraiment bon. Oui, vous aimez ça? Oui. Et on vous présente un produit Opinel aussi pour enfants. OK. Le couteau pour enfants. Alors, c'est pas dangereux C'est de bien. pratiquer à la cuisine. Oui, on a aime. toujours besoin de cuisiner aussi pour plus tard. Exact. Ça aussi, ça s'enseigne. Oui, le petit chef. Alors, c'est des produits qu'on vend à la boutique de Bistrot Le Luxe. Alors, super le fun. On peut s'amuser avec ça. OK. Merci. Bien, on vous souhaite succès. Oui, Encore une fois. Merci beaucoup. Merci de d'avoir été l'invitation. là. C'est un plaisir.